c'est vrai que quand on parle de social media, on s'y est tous mis. La plupart des marques, on va dire, maintenant sont présentes. Et pourtant, il y a encore beaucoup de changements. Alors, j'aurais pu vous parler de la partie publicitaire. Elle sera bien abordée dans cette journée. J'aurais pu vous parler de la partie ad blocker. J'aurais pu vous parler de pas mal de choses. Mais j'ai décidé de retenir 3 tendances à suivre pour 2016 pour ouvrir cette journée. La première, c'est de justement revenir un petit peu en arrière en se disant d'où on vient, où on va, où on en est. Et pour moi, on est un peu à la 5e ère du social media aujourd'hui. Si on récapitule un tout petit peu, la première, on s'en rappelle à peine, bon, pour les plus vieux d'entre nous certainement, c'était vraiment celle de la communauté. Il n'y avait même pas encore de réseaux sociaux. Le social, c'était sur les blogs, c'était dans les forums, c'était MSN Messenger, ICQ, c'était effectivement tout un tas d'outils où finalement il n'y avait ni marque ni contenu, c'était vraiment des plateformes d'échange individuelles, personnelles. La deuxième, ça a été effectivement l'arrivée des marques sur ces réseaux sociaux et qui elles-mêmes ont commencé à devenir des médias, à on va dire communiquer du contenu. Donc effectivement, on a vu Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Dailymotion débarquer. Et puis tout doucement, quand on lance une plateforme, il faut la monétiser, il faut la rentabiliser. Donc la plupart de ces plateformes s'est mis à proposer des formats publicitaires. Et on voit que ça n'arrête pas de changer. Je pense qu'aujourd'hui, vous verrez encore toute la richesse de l'écosystème, tous les nouveaux moyens de ciblage. Ensuite, évidemment, il y a eu une vraie bataille sur le mobile. On voit que Facebook, ça leur a coûté très cher de devoir racheter Instagram, puis WhatsApp, puis de s'y mettre eux-mêmes de manière, on va dire, très dynamique et très active. On a vu tout un tas de nouvelles applications de réseaux sociaux 100% mobiles, qui n'existent pas sur le desktop, uniquement en application. Et puis, la 5e ère, pour moi, c'est le retour de la vengeance du social commerce. Puisque c'est vrai que au tout début, on s'était tous dit c'est génial les réseaux sociaux, beaucoup de gens, beaucoup d'audience, allons tous ouvrir un nouvel e-commerce sur ces plateformes-là. On se rappelle un peu des essais, entre autres sur Facebook, où on avait un onglet, on essayait de faire du social commerce, et ça n'avait pas forcément marché pour plein de raisons. Mais c'est vrai que voilà. Ce qui me semble intéressant dans les mois à venir, c'est de se dire que ça va rechanger et qu'il va y avoir des nouvelles opportunités pour refaire du business, pas juste de la com, pas juste du marketing, pas juste du SAV. Oui, excusez-moi, y a pas de souci. Ils sont tous mis à dispo. Et donc, effectivement, comment ça va se passer ou sous quel format on peut déjà voir un petit peu les choses arriver en termes de social commerce, c'est finalement via la messagerie instantanée. Donc si on regarde un tout petit peu les statistiques, aujourd'hui, on voit la croissance de Pinterest, de Snapchat, d'Instagram, qui sont des réseaux sociaux, puis on voit WeChat, Facebook Messenger, WhatsApp, qui ont une concurrence encore plus rapide que les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, si on regarde un tout petit peu aujourd'hui, on voit qu'il y a 4 milliards d'internautes, il y a déjà 3 milliards 600 millions qui utilisent des outils de messagerie et seulement 2,4 milliards qui utilisent les médias sociaux. Donc on voit que en fait, les outils de messagerie instantanée sont en train de dépasser les réseaux sociaux et finalement sont en train eux-mêmes de devenir un point de vente. Donc, si on regarde les dernières annonces, finalement, on voit tout un tas d'outils de messagerie qui sont en train de proposer. Alors, en premier, c'était Facebook, il y a un an, des outils de SAV. Donc, pour pouvoir mieux servir les gens, vous allez avoir dans la partie Messenger de Facebook carrément une bibliothèque de réponses déjà prête pour votre SAV pour aller répondre à vos clients. Mais finalement, là, ils sont en train, en ce moment, de bêta-tester ce qu'ils appellent l'assistant virtuel M,
qui va, en mélangeant de l'intelligence artificielle et du service humain, pouvoir vous rendre tout un tas de services. Donc par exemple, vous allez dire bonjour M, donc dans votre Messenger, est-ce que tu pourrais m'aider à envoyer des fleurs? Pas de problème. C'est quoi votre type de prix? Voilà, on va échanger avec lui et vraiment comme un langage quasiment naturel, comme avec un vendeur, finalement on va être capable de passer une commande et à la fin on va même nous dire voilà, votre commande est lancée, elle devrait arriver tel jour à telle heure. Ça peut être à la limite dans un Messenger aussi, je suis en train de discuter avec quelqu'un, je vais pouvoir commander directement à Uber pour cette personne pour pouvoir lui envoyer sans sortir de l'application. Donc quand vous comptez le nombre de membres par exemple de Facebook et que vous vous dites si demain Facebook devient un point de vente, si finalement je peux commander sans aller sur le site de la marque, sans aller sur le site e-commerce, des fleurs, à manger, un taxi, etc., demandez-vous juste effectivement quelle est la puissance en termes de business que Facebook peut générer. On a vu comment en 4-5 ans ils sont devenus leaders quasiment sur la publicité sur mobile. Ça ne serait pas étonnant qu'ils puissent devenir un des leaders de la vente ou du e-commerce dans les années qui viennent, alors qu'aujourd'hui, ils ne sont pas quasiment acteurs de cette vente-là. Et puis, on voit que effectivement, c'est des messages de plus en plus intelligents. Là, c'est carrément des demandes de plus en plus complexes. Il y en a qui sont un petit peu amusés avec M. Donc là, il y a quelqu'un qui dit, voilà, je travaille à tel endroit, j'ai besoin d'aller à tel endroit pour voir un film qui démarre à telle heure, mais j'ai plus assez d'essence, donc il faut que je passe à la station essence. Est-ce que tu peux me donner le trajet donc, pour être à la bonne heure au cinéma, pour regarder tel film, et en même temps de me trouver la station essence? Et donc, voilà la réponse de l'outil qui nous dit voilà, la station d'essence la plus proche est celle-ci. Après la station essence, prenez telle direction pour aller au cinéma. Et attention, selon Google Maps, il faut environ 23 minutes. Mais avec le trafic, vous devriez prendre 20 minutes de plus. Donc quand on voit ce niveau de capacité à répondre, si effectivement ça arrive à être semi-automatisé, voire totalement automatisé, il va y avoir un peu de concurrence sur le service client et va y avoir une vraie concurrence en termes de e-commerce pour les marques. Depuis d'ailleurs, on voit énormément d'apps de conciergerie, d'assistance et de vente en ligne. Donc là, il y a Good Service, Operator, Fetch, Localoy, et dans tous les domaines. Digit, c'est carrément là, je peux discuter avec ma banque et faire des opérations bancaires par SMS ou par Messenger. Rappelez-vous juste encore qu'un des plus gros marchés qui est en train de se connecter, c'est l'Afrique, qui n'a pas de la bande passante énorme, mais typiquement du SMS ou du Messenger, ça marche très bien là-bas, donc un gros business à aller déployer. Il y a Magic aussi, vous pouvez demander à peu près n'importe quoi, Assist sur la partie voyage. Donc voilà, on voit qu'il y a un engouement. Ça rappelle un peu les apps pour commander à manger qui ont toutes levé, et livré à manger il y a quelques mois. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir quelque chose à creuser et les marques ont intérêt ou à se méfier ou à anticiper pour réfléchir comment intégrer ce nouveau point de contact qui pourrait permettre de toucher énormément de monde dans les mois qui viennent. La deuxième tendance sur le social, c'est vrai que on regarde toujours à l'ouest, on regarde toujours dans la Silicon Valley parce qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'une grande plateforme mondiale est née, c'est assez rare qu'elle soit née ailleurs que dans la Silicon Valley, que ça soit effectivement Facebook, YouTube, Twitter, mais même des plateformes plus récentes, Vine, Snapchat ou Periscope, on voit bien que il y a un écosystème en termes d'investissement de levée de fonds, il y a un écosystème aussi en termes de RP qui font que ça aide, et puis il y a la taille du marché américain et du marché anglophone qui aide aussi toutes ces plateformes à pouvoir décoller et à se lancer. Moi je pense, et on était encore au Hub Forum à Singapour avec l'INSEAD cette année, qu'on ne regarde pas du tout assez du côté de l'Asie. Alors c'est pas toujours évident parce que c'est sûr que quand des fois on a des réseaux sociaux en chinois, en coréen, on n'est pas tous bilingues, mais effectivement quand on prend le temps de s'intéresser à tous ces acteurs, Kakao Talk en Corée, Line en Thaïlande et le reste de l'Asie, WeChat ou China Weibo, on s'aperçoit, et des fois on peut même être assez surpris que dans certains cas ils sont presque mieux
en termes de fonctionnalité que les acteurs que nous connaissons, les acteurs américains. Et donc si vous regardez, aujourd'hui sur WeChat, on peut complètement faire du e-commerce déjà depuis longtemps, on peut commander une assurance, on peut faire un prêt bancaire, on peut faire tout un tas de choses. Et ces acteurs-là, on va dire, ils ne sont pas encore au niveau de Facebook en nombre d'utilisateurs, mais ici, on va avoir WhatsApp, WeChat, Line, KakaoTalk. Par contre, en temps passé, voilà, ils deviennent de plus en plus conséquents et ça commence à être des challengers assez importants. Il faut aussi savoir qu'ils étaient très, très concentrés sur la Chine ou l'Asie. Là, ils sont en train de débarquer. On a tous entendu parler d'Alibaba, qui n'est pas un réseau social, mais qui est en train de débarquer sur la France. Voilà, ils vont arriver. Et ils vont arriver avec des outils, avec des plateformes très intéressantes. Si vous êtes une marque de luxe ou de cosmétiques, ça peut vous arriver de faire du CRM avec Line ou WeChat directement sur la Chine, par exemple. Donc voilà, c'est des outils qui sont déjà en train de proposer des choses bien plus riches. Et d'ailleurs, quand on regarde, c'est bien plus qu'une simple application de messagerie. Si on prend Line, ils ont lancé Line Taxi pour concurrencer Uber, ils ont Line Music pour concurrencer Spotify ou Apple Music, ils ont Line TV pour concurrencer Netflix, ils ont Line Payment pour concurrencer Square, ils ont Line Games. Donc voilà, c'est on va dire des hubs de services, des hubs de divertissement, des hubs de énormément de choses. Et là encore, leur grande force à tous ces réseaux-là, c'est d'avoir beaucoup de puissance de feu, beaucoup d'audience, et donc c'est finalement assez facile de proposer des fonctionnalités supplémentaires. Si on compare Line et WeChat, voilà, chacun a lancé énormément de nouvelles choses autour de l'outil de messagerie initialement lancé. Donc voilà, essayez de continuer à regarder ce qui se passe aux États-Unis, mais regardez vraiment si vous avez des bureaux, si vous avez des collègues, qu'est-ce qui se passe en Asie. Pour moi, ils sont en train de passer devant et ils vont débarquer chez nous dans pas longtemps. Troisième tendance, social employee. C'est vrai qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux vers l'extérieur, pour la communication, le marketing, et je l'ai dit juste avant, la vente. Mais effectivement, il y a eu une première vague. Alors les réseaux sociaux d'entreprise, donc Yammer qui a été racheté par Microsoft, Jaiz, Chatter de Salesforce, mais aussi allez, on va mettre quelques boîtes françaises, Blue Kiwi, Jamspot ou Talkspirit. Donc l'idée, on l'a bien vu, c'est de se dire, on a des super outils pour communiquer avec les clients, pourquoi on n'aurait pas les mêmes en interne, comment on peut booster la participation, la collaboration, la communication interne. Et on voit que voilà, il y a tout un tas d'acteurs. Alors, on va dire les experts sur le sujet, c'est l'Echo qui, depuis maintenant pas mal d'années, fait un super boulot de benchmarking de tous les outils de réseaux sociaux internes. Les slides seront cliquables, hein, vous pourrez aller voir leur benchmark. Donc voilà, il y a une dizaine de critères, ils sont amusés à mapper si c'est plutôt des outils de partage de contenu, de collaboration, etc. Mais en tout cas, voilà, il y avait toute une série d'acteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une deuxième vague de nouveaux acteurs de la collaboration interne qui viennent, d'ailleurs, des acteurs traditionnels. Facebook, qui vient de lancer Facebook at Work. Slack qui fait aussi beaucoup de bruit, qui fait un carton sur les startups et qui est tout doucement aussi en train de voir les grands groupes s'y mettre. Donc voilà à quoi peut ressembler le Slack du Hub Institute. Donc on a testé Slack cet été. On va avoir des channels et l'idée là encore, c'est pas de remplacer l'email, mais c'est complémentaire. C'est de se dire l'email, quelqu'un qui rejoint une équipe, les gens vont pas pouvoir récupérer les anciens mails qui ont déjà été postés sur un sujet. Là finalement dans ma channel, je peux voir tout ce qui a été dit quand j'ai envie d'aller regarder ce sujet-là, tel ou tel BU. Et puis, depuis peu, finalement, nous, on est plutôt en train de reswitcher sur Facebook at Work. Slack était très sympa. Après, on s'est rendu compte qu'on a quand même pas mal de mails avec l'extérieur et que c'est un peu compliqué de les repartager dans les groupes. Et on se dit que finalement, on met tous les jours les pieds sur Facebook. Donc, c'est peut-être encore plus simple d'avoir une partie réseaux sociaux d'entreprise dans Facebook. Donc vous avez deux profils, un profil pro interne et un profil externe. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça va être intéressant de voir comment on peut, là on est une petite équipe, mais sur des grandes entreprises, on peut pousser les choses. On voit d'ailleurs que ça y est, Lagardère, Century 21, enfin un certain nombre d'acteurs sont en train de tester ces nouveaux outils. Évidemment, ça reste des outils et je pense que vous l'avez tous vu pour ceux qui ont des réseaux sociaux d'entreprise.
c'est pas facile. Acheter un outil, c'est pas trop compliqué. Motiver les gens à l'utiliser, c'est beaucoup plus complexe. Et on voit que voilà, souvent, il y a le lancement, c'est super. Et puis très vite, voilà, il y a 50% des initiatives de réseaux sociaux internes qui s'écroulent au bout de 6 mois, où finalement, il n'y a plus d'activité. Les gens, on n'a pas réussi à les emmener. Et finalement, on n'a pas fait ce boulot d'onboarding pour motiver les gens. On n'utilise pas assez les stats pour regarder qui utilise ou pas. Est-ce que ça marche ou pas, qui est lead ou pas. Est-ce que ça doit être tous les salariés d'un coup? Peut-être pas. Est-ce qu'on démarre par les ambassadeurs digitaux? C'est chez PSA où ils ont un groupe privé Facebook, par exemple, pour tous les community managers dans le monde qui collaborent. Et puis peut-être qu'à terme, j'imagine, il y aura d'autres employés, mais ils n'ont pas forcément démarré avec tout le monde. Et bon, voilà, on a tous vécu. On est déjà très occupé, on a déjà beaucoup d'outils et on n'est pas contre le changement, mais on n'est pas toujours pour changer soi-même, changer ses habitudes. Comment on utilise chaque outil pour faire quoi? C'est vrai qu'on peut vite empiler 14 outils en interne, c'est pas évident. Et puis la question qui tue, je l'avais posée au Hub Forum, c'est est-ce que votre PDG, votre COMEX sont sur le réseau social d'entreprise? Et souvent on va nous dire non mais eux ils n'ont pas le temps, donc allez-y, faites-le, mais eux n'ont pas le temps. Très bon moyen de motiver les gens et de leur dire que c'est très important. Donc voilà, ça montre que c'est pas simple de changer les usages et pourtant c'est dommage parce que au-delà même, on va dire, de la collaboration interne, on peut aussi faire ce qu'on appelle de l'employee advocacy. Donc, c'est mobiliser ses employés pour relayer les messages sur leur compte perso ou semi-pro dans certains cas. Là, c'est des chiffres de Hootsuite qui est un outil pas mal pour justement gérer différents comptes sur différents réseaux au sein d'une entreprise. Et il s'amuse à comparer pour la même boîte, une boîte qui a 2 millions de fans sur Facebook et quasiment 1 million de fans sur Twitter. Elle va toucher potentiellement 2 800 000 personnes. Si elle a 233 000 employés, donc là c'est pour une très grosse boîte, effectivement on s'aperçoit que si un certain nombre d'entre eux partagent avec leurs amis et sur Twitter, on arrive à toucher beaucoup plus de monde. Et on retombe encore sur cette logique d'authenticité. On a plus envie de parler et de suivre une personne que de suivre une marque. Et donc c'est vrai que pouvoir permettre de rediffuser en son sein, c'est Orange par exemple qui a une newsletter interne avec toutes les news du groupe Orange en format Twitter, prête à retweeter pour ses équipes. Ça paraît bête, déjà ça permet d'être informé de ce qui se passe. Je pense que dans plein de grands groupes on ne sait pas forcément tout ce qui se passe, et puis finalement ça permet de faciliter la diffusion et le relais grâce aux gens. Donc l'idée c'est de pouvoir vraiment soit créer du contenu par les salariés ou sélectionner du contenu qu'on leur propose, c'est vraiment pouvoir le partager et puis suivre derrière qui a fait généralement plus de partage, qui a plus influencé. On parle aussi de social selling, on a écrit un article récemment sur UpReview là-dessus, c'est comment demain vos commerciaux, c'est aussi en partageant du contenu, de la veille, qu'on se fait une crédibilité, une visibilité, qu'on attire aussi des prospects en B2B par exemple. Quelques chiffres que Hootsuite nous donnait, 8 fois plus d'engagement grâce au contenu partagé par les employés que par la marque elle-même sur les réseaux sociaux. 92% des followers des employés qui connaissent pas forcément votre marque, donc c'est une autre façon d'aller chercher des gens qui avaient peut-être pas demandé à vous suivre, et 24 fois plus de visibilité grâce aux messages partagés par les employés. Donc voilà un gros boost, ça fidélise aussi finalement, ça motive les gens, on les engage, on les implique dans le relais de l'entreprise, et des plateformes, il y en a plein, je vais citer Hootsuite, mais il y a aussi Sociable qui a été lancé par Brainsonic, qui est pas mal utilisé chez Microsoft, TweetDeck. À la limite, quel que soit l'outil, ce qui est important, c'est comment on équipe les gens avec le bon software, mais surtout comment on les forme. Donc là, entre autres, on est assez content d'avoir lancé un programme de formation certifiant à Hootsuite, parce qu'effectivement, quand ils signent 500 personnes dans une entreprise, à un moment, il faut aller les former, il faut les accompagner. Et donc, c'est un peu comme Ikea, il ne suffit pas d'avoir le mode d'emploi, il faut vérifier que les gens l'aient lu, l'aient compris. Et on s'aperçoit encore qu'aujourd'hui, à peine 30% des entreprises françaises ont une charte d'utilisation des médias sociaux. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire en tant que salarié sur mon compte perso, au nom de ma boîte, pas au nom de ma boîte. Et donc voilà, il y a un boulot d'accompagnement. S'il est bien fait, il y a un vrai potentiel à aller chercher pour décupler le message de l'entreprise, pour relayer le message de l'entreprise, entre autres
en B2B. Je vais en finir là avec cette intro. Donc, 3 tendances. 5e ère du social, Social Asia et Employee 2.0. Vous verrez aujourd'hui, je pense qu'on aura énormément d'autres choses à digérer. Et puis, de toute façon, on aura le Hub Report Future of Social Media qui sera assez riche, qui fera une synthèse de cette journée avec beaucoup plus de choses qu'on a pu voir cette année, et puis une mise à jour de tous les chiffres de tous les réseaux sociaux sortis au début 2016.